Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre téléjournal. Et non, ce n'est pas vrai, c'est votre revue de l'année version Elle explique. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on a publié 12 jours pour comprendre 2025. Alors, 12 événements marquants, 12 sujets qui méritaient d'être creusés, 12 moments ou enjeux où on s'est dit, on va faire des contenus pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en 2025, comment on peut s'améliorer, comment on peut se comparer. Et là, j'ai décidé de vous ajouter des petites transitions puis de vous les mettre tout ensemble, ces contenus-là. Si vous en avez manqué quelques-uns ou si vous vouliez toutes les regarder d'une traite, vous êtes à la bonne place. Co-animateur, installez-vous, on est parti. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas de nos gouvernements, il y a eu des scandales d'argent, il y a eu des avancées technologiques, il y a eu des politiciens qui se cherchent, il y a eu des reculs en environnement, on va parler de plein d'affaires, on va parler de sport aussi. Mais tout d'abord, vous vous souvenez, l'année a débuté avec un nouveau président américain assermenté. Donc, on commence nos 12 jours pour comprendre 2025 avec le retour de Trump à la Maison-Blanche. Puis j'essayais de trouver un angle où on allait peut-être apprendre des choses. J'ai parlé avec Valérie Beaudoin. Vous allez voir dans ce topo-là pour comprendre le retour de Trump et ses impacts, mais surtout, est-ce qu'il a finalement avancé son projet 2025? Pendant que Donald Trump nous bombarde de nouveaux décrets, de nouvelles décisions, des nouveaux tarifs pis tout, il avance son Project 2025 avec succès. Bienvenue dans les 12 jours pour comprendre 2025! Donc, le concept est simple. Dans le fond, pendant les 12 prochains jours, on décortique 2025, exactement. Je voulais commencer en faisant un retour dans le temps avec vous parce qu'en janvier dernier, Donald Trump revient à la Maison-Blanche et il a déjà signé plus de 212 décrets. Il a battu un record dans les premières journées. Il signait des décrets carrément dans un aréna devant un public. Là. Le diriger par décret comme ça veut dire que c'est juste le pouvoir exécutif, le président qui décide, puis on passe moins par le Congrès. Et oui, dans la dernière année, Trump a fait avancer son but ultime, son plan idéologique, Project 2025. Dans le fond, là, ça, c'est un document rédigé par ses alliés conservateurs pour remodeler le gouvernement américain. C'est un projet qui avait été fait par ce qu'on appelle la Heritage Foundation, qui est comme un groupe à Washington, D.C., très conservateur, qui a dit, voici le guide du Trump 2.0 parfait pour ce regroupement-là. Juste pour qu'on comprenne bien, là, le but ultime, c'est de renforcer le pouvoir du président, de réduire certains contre-pouvoirs, puis de recentrer les décisions autour de la Maison-Blanche. Est-ce qu'il a pris mot pour mot tout ce qui a été fait? Pas nécessairement. Mais l'ironie, c'est qu'il a engagé dans son cabinet de gens près de lui qui le conseillent, des gens qui ont même écrit le projet 2025. Bon, maintenant, voyons voir quel bilan on peut tirer des fameux tarifs de Donald Trump, parce qu'il a relancé sa guerre commerciale, mais version 2025. Son motif principal, c'est qu'il accuse les autres pays de profiter des États-Unis. Si on parle de bilan, regardons certains articles. Il faut dire que les marchés ont tremblé, ça pèse sur l'économie canadienne, les prix ont grimpé, les tensions avec le Canada et le Mexique se sont ravivées. Mais ce qui risque de faire le plus mal à Trump au cours des prochains mois, des prochaines années, ce sont les familles américaines qui commencent à le sentir. On dit que ces nouvelles taxes représentent environ 1200 $ de plus par ménage cette année. Mais dans le fond, pour nous, ça signifie quoi le retour de Trump à la Maison-Blanche? C'est sûr qu'on n'est pas épargné. Les nouvelles barrières commerciales puis la rhétorique protectionniste, ça met de la pression sur nos exportations. Puis quand tu colles analyse après analyse par-dessus analyse, et tu te rends compte que nos relations avec les États-Unis pourront jamais plus être les mêmes. Aussi, au Canada et au Québec, nos leaders sont en train de revoir nos principes d'économie pour qu'on dépende de moins en moins des States, qu'on soit de plus en plus autonome. There are strategies that will make our country more independent. Je sais pas vous, mais moi, je suis en mode sérieux, qu'est-ce qui nous attend pour 2026? Ce que Trump a commencé en 2025, ça va se poursuivre dans l'année. Je pense à la garde nationale dans des villes américaines. Il y a des batailles devant les tribunaux. Les tarifs, on va le savoir en 2026. Il y a des tarifs qui sont invalidés par la Cour suprême. Donc, ça va être peut-être une plus grosse année encore que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Une plus grosse année? Ah super! Ah, et là, vous y croirez jamais, mais Trump a voulu me féliciter pour mon projet. Bravo, Alexine. Non, c'est l'intelligence artificielle, un sujet dont on va parler d'ailleurs tantôt. Mais bref, même si mon projet à moi, il va bien, c'est pas une année qui a été rose pour les médias d'information et
À la place de revenir sur plein de chiffres, c'est sûr que je voulais parler de la crise des médias, mais de vous montrer des données qui montrent que de moins en moins de gens ont le câble, puis que de plus en plus de gens se tournent vers les réseaux sociaux. On le sait, j'ai plus voulu parler avec mon cœur, en fait, de ce clash-là entre une plus vieille génération de journalistes puis les plus jeunes. Les médias vont pas bien depuis plusieurs années. C'est triste. Je l'ai souvent dit à du monde dans mon entourage. Moi, si j'étais avec l'attitude que j'ai, avec la personnalité que j'ai, si j'avais 45 ou 50 ans en ce moment, qu'il me restait 5 ou 10 ans avant ma retraite, puis qu'il y avait des petits jeunes qui poussaient pour dire « Hey, nous, on sait comment ça marche, puis ouais, let's go le numérique, puis on se filme en vloguant, puis c'est le même qu'on fait de la nouvelle à cette heure. » Puis je veux dire, ils me gosseraient, ces jeunes-là. Tout ça pour dire que je comprends l'attitude de la plus vieille génération qui est comme « C'est pas de même ça marche, le journalisme. » Ben, ça a été le clash le plus difficile pour moi en entrevue au début, à justifier, à me faire constamment demander. Puis encore, il y a quelques jours, j'ai donné une entrevue à la presse où on me demandait « Est-ce que tu te considères comme étant journaliste? » Puis je suis comme « Ben non, là, je vais pas essayer de me battre puis de dire « Ouais, moi, je suis journaliste. » Parce que je sais que j'ai enfreint certaines règles cette année en faisant des partenariats avec des marques ou en étant, tu sais, un peu plus olé, olé. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, c'est beau, je suis pas journaliste, tu sais, ça me tente pas, j'ai pas l'énergie pour me battre, mais en même temps, avec d'autres gens qui me disent « Hey, crime, tu m'as redonné le goût de m'informer. Mon Dieu, que je comprends mieux. » Ben, crime, moi, je suis full fière d'avoir fait mon bac en journalisme à l'Université de Concordia puis d'avoir vraiment beaucoup travaillé dans des salles de nouvelles pour mon âge, puis d'essayer de vulgariser certaines informations, d'avoir des entrevues qui sont plutôt nerds, je crois, dans la plupart des cas. Mais tu sais, la neutralité est tellement discutable dans la vie, là. Juste le choix des sujets que je fais sur Elle explique, c'est pas d'être neutre que de dire, ben ça, je trouve ça plus intéressant que ça. Déjà là, c'est biaisé comme choix. Déjà dans votre résumé d'actualité, quand je choisis les 6-7 plus grandes nouvelles, c'est selon qui? C'est selon moi. Fait que déjà là, c'est un biais en soi. Donc, je pense que c'est sûr que le journalisme est appelé à changer. La crise dans laquelle les médias sont actuellement, elle me rend aussi triste que les gens qui sont dans des salles de nouvelles. C'est juste que moi, j'étais tannée de tourner en rond puis de trouver qu'il n'y avait pas tant de solutions. Puis, tu sais, il y a plus de 80% des revenus publicitaires numériques qui vont directement à Meta et Google. Puis ça explique l'effondrement puis le financement des médias, OK? Parce que cet argent-là va plus dans leur poche. Puis moi, j'ai décidé que mon modèle d'affaires, c'est d'aller aller chercher un peu de ces revenus-là. Parce que les compagnies qui décident d'encourager Elle explique, OK, que ce soit Créapub, Café Smith, Pizza 900, nommez-les, il y en a tout plein qui décident de m'encourager puis qui sont hot, Womans. Mais ces compagnies-là, ils donnent de l'argent directement dans Elle explique, puis c'est une start-up québécoise qui utilise les plateformes pour faire du contenu intelligent. Fait que, tu sais, c'était ça le modèle d'affaires. Puis, ces compagnies-là, ils donnent pas leurs 1000, 2000, 3000 à Meta, ils donnent à Elle explique, puis on fait travailler du monde d'ici, puis on vous livre du contenu de qualité. Fait que moi, je le trouve correct, le modèle. La vidéo YouTube où je parle du modèle d'Elle explique est disponible. Bon, pendant que les médias tentent de rester debout, ben d'autres institutions ont un petit peu plus de misère là, à garder le fort. Je pense à Nordvolt, je pense à SAC qui a encore fait énormément jaser. En fait, ça a tellement été intense qu'à un moment donné, j'ai été obligée de partir dans le sud pour vous faire état des scandales financiers qu'il y a eu. Puis, moi, j'entends François Legault quand il dit, là, OK, on a perdu 200 millions là, mais on a investi, nanana, puis ça va nous rapporter tel autre argent dans tel autre projet. Puis effectivement, je comprends, faut nuancer quand le gouvernement perd de l'argent à quelque part. Souvent, il en gagne ailleurs ou il fait des investissements ailleurs. Le gouvernement investit dans tellement de projets que tout ne peut pas fonctionner. Cela dit, ça clique. Je pense qu'on reste assez unanime que c'est l'argent des contribuables où on n'a pas su où cet argent-là allait concrètement. Puis je pense qu'il fallait revenir un peu sur c'est qui vérifie toutes ces dépenses-là gouvernementales. Hey, y en a-tu eu des gaspillages d'argent puis des flous autour de nos finances cette année? Là, on va essayer de rester zen. Premier reportage avec vous sur la plage. Very sexy! Bienvenue dans les 12 jours pour comprendre 2025! Moi, là, j'aimerais ça comprendre, après avoir vu SACLIC, Nordvolt puis tous les autres projets où il y a eu des dépassements de coûts, c'est qui au gouvernement qui suit dans son petit tableau Excel les dépassements d'argent, les dépassements de budget? T'sais, on va prendre SACLIC, mettons. On voulait moderniser un système.
Résultat, Le scandale Saclay vient de prendre une nouvelle ampleur. là. Oui, absolument. On a envie de rire, mais c'est pas drôle. Pour les usagers, des experts ont été quand même assez clairs. Là, j'en avais fait une vidéo assez détaillée. On manque d'expertise, de compétences pointues, puis on est bon à alourdir la gestion des projets, nous, au Québec. OK, ajoutons Nordvolt, parce que là, quand tu regardes des centaines de millions de fonds publics, autorisation accélérée, on décontamine le sol, ça coûte bien de l'argent, bien finalement pour dire « Wow, l'entreprise n'a pas présenté un plan satisfaisant, donc on arrête tout ça. » Là, le gouvernement essaie d'aller récupérer le maximum de l'argent qu'il a mis. Les sommes déboursées par le gouvernement du Québec dans le projet sont de 510 millions de dollars. Le gouvernement est allé en rechercher, mais pas tout. Et dans cet esprit-là, au Québec, il faut quand même ajouter un pas pire déficit. Mais qui pourrait vérifier, mettons, qu'on s'améliore, qu'on arrête de rendre ces gros projets-là ultra lourds, année après année? Les filets de sûreté, en fait, il y en avait un premier niveau. Les vérificateurs internes de l'organisation ont, eux, détecté en premier les dérapages. Donc, le concept de vérification interne a bien fonctionné à l'intérieur de la Saclay. Par contre, on a vu à la commission Galland, ils n'ont pas été écoutés. Donc, je reviens à ma question de base. On donne beaucoup de pouvoir à nos politiciens, mais qui surveille tous ces millions-là à gauche et à droite? C'est pas normal que la vérificatrice générale nous informe d'un dépassement de 500 millions. Bien, selon le prof que vous avez vu dans la vidéo, c'est qu'en informatique, là, c'est vraiment l'un des secteurs où on bâtit des projets sans une vraie méthode d'estimation. Dans le fond, on commence, puis on sait pas trop comment ça va coûter au final, contrairement à la construction, l'ingénierie. Vous me direz qu'il y a eu des dépassements de coûts là-dedans au Québec aussi, mais en tout cas, vous comprenez, c'est encore plus flou en informatique. À ça, on ajoute une énorme pression politique, hein, puis souvent, nous, les contribuables, on est comme, ben, il arrive quand votre projet que vous avez annoncé il y a 12 ans? On est dans la culture du vite, vite, vite plutôt que du bien fait. Donc, en plus de mettre full de millions, ça donne pas toujours les résultats escomptés. On n'est pas plus avancé. C'est peut-être ça le vrai scandale, qu'on n'est pas capable de s'améliorer avec le temps. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est peut-être cette nouvelle mode-là, autant à Ottawa qu'à Québec, de vouloir rendre l'État plus efficace, à suivre en 2026. Chose certaine, pas super efficace comme sujet pour relaxer sur la plage. Bon, ce que vous avez entendu, Saclay, Nordvolt, ben ce sont des dossiers québécois, mais qu'en est-il à l'échelle nationale, au Canada? Parce que, hey, 2025, c'était la première année de Mark Carney au pouvoir. Et pendant que Justin Trudeau trouvait l'amour cette année, eh bien, Mark Carney, lui, il a appris à essayer de gérer Trump. Et justement, c'est pas tant l'amour fou, là. Hey, tout le monde, vous vous souvenez? Carney, il nous avait promis qu'il allait gérer Trump. There will always be a Canada. All right. Elbows up. Elbows up. Est-ce qu'il a réussi? Bienvenue dans les 12 jours pour comprendre 2025. Hey, je sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de l'année, c'était sûr que ça s'enlignait pour être Pierre Poilievre, notre premier ministre. S'il y avait une élection fédérale aujourd'hui, on aurait un gouvernement conservateur majoritaire dirigé par Pierre Poilievre. On parle maintenant là, de 19 points de retard pour Justin Trudeau face à Pierre Poilievre. Eh bien, finalement, Mark Carney est devenu le 24e premier ministre du pays, et ce, parce que les Canadiens pensent qu'il était le meilleur pour gérer Donald Trump. Dans son premier speech, il avait dit « My government will put into action our plan to build a stronger economy, to create new trading relationships with reliable trading partners, and to secure our borders. » Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on était au summum des menaces de Donald Trump en termes de tarifs de 51e État. Et regardez à ce jour tous les tarifs américains. C'est donc là-dessus que la campagne était axée. Je vous montre un autre extrait. And my government will keep our tariffs on until the Americans show us respect. Mais ça s'est pas nécessairement passé comme ça au final. Hein? Mark Carney, il a finalement reculé sur plusieurs contre-tarifs. Un atout pour les négociations? Pas certaine à voir comment ça va. Il a reculé aussi sur la taxe numérique. Mais bon, il a pas l'air si facile à négocier, hein, Donald? Et il y a pas que la négo de tarifs là-dedans. Une promesse qu'on peut dire que Carney a respectée, c'est d'investir en défense. Il voulait aussi consolider nos liens avec d'autres pays, puis faut dire que ça s'en va dans la bonne direction à ce niveau-là. Surtout, comme vous pouvez voir, avec l'Europe puis l'Asie. Ce tableau-là, créé par Le Devoir, montre les 10 voyages dans 13 pays qu'il a fait entre mars et octobre. Puis il a continué de voyager après ça, là, notamment en Corée, au Brésil, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis, où il a même signé un nouvel accord en investissement.
En tout cas, on peut pas y reprocher de pas essayer de replacer ses pions ailleurs qu'aux États-Unis. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est tout plein d'autres trucs qu'il a mis en place pour accroître l'économie canadienne, comme la loi visant à bâtir le Canada. Le but, ça va être de simplifier, de réduire des grands projets pour aller plus vite puis stimuler l'économie. Il y a aussi Maison Canada à surveiller, OK? Ça, c'est pour accélérer la construction de logements abordables au pays. Parce que stimuler notre économie avec ce genre de programme-là puis ces lois-là, ultimement, c'est une réponse aux tarifs de Donald Trump. Êtes-vous optimiste? En tout cas, si vous êtes optimiste, il y en a qui commencent à l'être pas mal moins. Un peu partout dans le monde, ça a été l'année où la génération Z s'est comme rebellée à plusieurs endroits autour du globe. Puis même qu'ici, on commence à se poser de sérieuses questions. Analyse de pourquoi la Gen Z s'est révoltée. La Gen Z s'est révoltée un peu partout dans le monde cette année. Genre au Népal, le Parlement a été mis en feu, puis le gouvernement renversé. Est-ce que ça pourrait nous arriver ici au Québec? Bienvenue dans les 12 jours pour comprendre 2025. Indonésie, Madagascar, Népal, Maroc, Serbie, Philippines, Kenya, Pérou. Dans tous ces endroits-là, des jeunes sont sortis dans les rues pour manifester. Puis la liste est encore plus longue que ce que je viens de vous nommer. Ce sont des mouvements qui ont en commun le fait de ne pas avoir de leader à proprement parler, mais qui sont faits au nom de la Gen Z. On dit la génération Z atteint l'âge adulte dans un contexte d'inégalité croissante, d'incertitude économique, d'instabilité géopolitique et de pression climatique. Ça, c'est comme pour expliquer rapido comment c'est parti. Donc, les premiers soulèvements de Gen Z ont débuté dans le sud de l'Asie, avec des manifestations antigouvernementales au Sri Lanka en 2022, puis au Bangladesh en 2024. Ça avait fonctionné, les présidents avaient été forcés de démissionner. Puis surtout, ça a eu un effet de chaîne. Clairement, il y en a d'autres qui se sont inspirés de ces mouvements-là. Et là, je vous ramène au Népal. En septembre, le gouvernement décide de bloquer certains réseaux sociaux. Puis ça, c'est la goutte de trop pour les jeunes. Ils sont sortis dans les rues pour protester contre la corruption puis la répression. Autre exemple, cette fois au Maroc. Les jeunes sont sortis dans le mois d'octobre presque à tous les jours dans les rues pour avoir un meilleur système d'éducation, un meilleur système de santé, plus de justice sociale, moins de corruption. Et qui dit Gen Z dit outils utilisés par la Gen Z. Et donc, ces manifestations-là se décidaient puis s'enlignaient sur Discord. La présidente par intérim au Népal a même été élue sur Discord. On peut dire. Bref, la jeunesse veut se faire entendre. Le but dans tout ça, c'est de dire, c'est nous qui va être pris avec les décisions que vous prenez en ce moment. Justement, il y a ce sondage léger-là que je voulais vous parler qui montre qu'une grande majorité des jeunes s'inquiètent de l'avenir, autant au niveau politique, économique et environnemental. Mais on pourrait-tu aller plus loin dans nos frustrations? J'ai posé la question à quelques experts et ils m'ont dit que dans un avenir rapproché, c'est très peu probable. Premièrement, la Gen Z ici représente moins de 20 % de la population comparativement au Népal où on frôle les 50 % de la population. Et deuxième raison, puis là, faites attention dans les commentaires, mais on n'est pas dans un contexte de corruption systémique. Bon, on s'entend, il n'est pas parfait, notre système, mais il est pas mal plus stable qu'à bien des places dans le monde. Mais en même temps, quand j'ai parlé à d'autres experts, on m'a mentionné que ce serait tout à fait possible de voir des genres de manifestations au cours des prochains mois, des prochaines années, puis on en a vu sous la CAQ au cours des dernières semaines. Puis les experts faisaient référence au printemps érable, à la Révolution tranquille, par exemple. Puis les Gen Z au Québec sont toujours engagés, comme m'a expliqué Yannick Dufresne. C'est intéressant. Il dit leur mobilisation passe surtout par des protestations plus ponctuelles, des mouvements sociaux structurés, une forte présence sur les plateformes numériques, je vous entends, plutôt que par des soulèvements massifs qui visent un changement radical de régime. Moi, j'entends ici qu'il faut être prêt à tout en 2026, mais peut-être pas avoir notre Parlement en feu, puis c'est mieux comme ça quand même. Ouais, à suivre. Mais justement, si la jeunesse commence de plus en plus à se mobiliser, je pense que les femmes ne devraient pas arrêter de le faire. Parce qu'en 2025, ça a été une belle année de girl power. Quand je parlais à ma gang de dire, hey, faut que dans nos 12 contenus, il y ait au moins un moment où on célèbre les femmes qui ont été au top dans le sport, nouvelle PDG d'Hydro-Québec, mairesse de Montréal qui passe le pouvoir à une autre mairesse de Montréal, c'est comme yes, mais concrètement, sérieux, est-ce qu'on peut dire que c'est une année où il y a eu des avancées majeures dans le droit des femmes? Sexism against men is very common. If a woman is going out with a man, she belongs to that man. Tu sais, ce que vous venez d'entendre, c'est quand même le podcast le plus populaire au monde. Puis pas juste ailleurs dans le monde, même au Canada, c'est le podcast numéro 1. Avec toutes ces femmes-là qui se sont illustrées en 2025, je me dis, on a de quoi être fiers. Mais je me questionne juste si on fait du progrès
pour vrai. Bienvenue dans les dojos pour comprendre 2025. OK, je pense à Claudine Bouchard qui dirige maintenant Hydro-Québec ou à Lou Adrienne Cassidy qui a remporté genre 12 Félix. En sport, Mboko championne, c'était tellement malade à regarder. Puis moi, je sais pas si je suis naïve, je pense que oui. Mais je me dis, un jour, elle va gagner autant que Félix. Hey, aussi, on a assisté à la première saison des Roses de Montréal. L'équipe a connu un beau succès. Puis ça, c'est seulement quelques exemples, mais je veux qu'on aille dans le contexte un peu plus profond de la chose. Donc oui, ça change quelque chose d'avoir des femmes au pouvoir, mais est-ce qu'on avance assez vite? Est-ce qu'on avance tout court? Vite comme ça, là, je vous dirais pas tant. Mettons, prenons le salaire. Considérant qu'au Québec, là, les femmes sont plus scolarisées que les hommes, l'écart salarial entre les hommes et les femmes persiste toujours. En 2024, là, les femmes de 25 à 54 ans gagnaient 87 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. En 2022, pour le même emploi, les Canadiennes gagnaient 9,2 % de moins que les hommes. Sans mentionner que l'écart salarial va plus que doubler quand on parle des femmes autochtones et immigrantes. Aussi, il faut parler de la mentalité avec la montée du masculinisme. C'est documenté, c'est réel. Sexism against men is very common. If a woman is going out with a man, she belongs to that man. Tu sais, ce que vous venez d'entendre, c'est quand même le podcast le plus populaire au monde. Puis pas juste ailleurs dans le monde, là. Même au Canada, c'est le podcast numéro 1. On avait, depuis près de 10 ans, un premier ministre qui se disait ouvertement féministe. C'est plus nécessairement le cas. Quand Carney dit au sommet du G20 que le Canada n'applique pas une politique féministe étrangère, alors que c'était le cas à l'ère Trudeau, que dans ses débuts au pouvoir, lors de son remaniement, il a supprimé le ministère des Femmes et de l'égalité des genres. Il l'a remis ensuite, mais crime de bine. Vous êtes quand même à la tête de la plus grande ville au Québec. C'est quoi votre rôle en tant que chien de garde pour s'assurer qu'on préserve les droits des femmes? Moi, j'ai fait quelque chose quand j'étais députée fédérale, dans lequel je suis très fière. C'est que j'ai dit publiquement dans le Parlement que j'avais eu accès à un avortement. J'ai fait une déclaration au Parlement. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire d'en l'avoir fait. Et je pense que pour préserver le droit des femmes, il faut briser les tabous. Et pour briser les tabous, il faut briser le silence. C'était important pour moi de poser cette question-là à la mairesse de Montréal parce que c'est pas vrai que quand tu es une femme au pouvoir, tu fais automatiquement avancer le droit des femmes. On a des exemples un peu partout dans le monde, oui, aux États-Unis, mais en Italie aussi, où la nouvelle PM du Japon, hein. Et oui, ce serait une erreur de penser que cette PM-là a dans ses priorités le féminisme. Elle est entre autres contre le mariage gay et pense que les femmes devraient porter le nom de leur mari. Donc, faut pas baisser la garde, même si on a des femmes au pouvoir. Oui, je l'assume, le côté féministe d'Alexplique. OK, on change de dossier complètement. Vous savez, en début de vidéo, je vous ai montré un fake Donald Trump. C'est parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça prend 2 secondes créer des trucs qu'on n'aurait jamais pu penser créer il y a quelques années. Et est-ce que ça va aller en s'améliorant? Pas certaine. L'intelligence artificielle est en montée de fou. L'IA générative est arrivée dans nos vies, puis les gens essaient du mieux possible de le contrôler. Les gouvernements essayent de faire de leur mieux, mais pas facile. J'ai voulu qu'on parle d'IA. Hey gang, la technologie, c'est quand que ça va arrêter, hein? Parce que là, je suis à l'hôtel, je viens de passer devant le resto, OK? Il y a quelqu'un qui vient de demander à ses lunettes de scroller le menu pour lui. Hey, bienvenue dans les 12 jours pour comprendre 2025. Tu sais, l'IA s'est faufilée partout, dans nos maisons, dans nos outils, dans nos poches, bientôt même pour les psychologues. Apple a continué sa course à l'upgrade. Il y a aussi une collaboration avec Ray-Ban pour avoir ces lunettes d'intelligence artificielle-là. C'est ça qui m'a comme fait tilter un matin. You can silently control your glasses with barely perceptible movements. Il faut dire que 2025, ça aura été l'année qui marque le fait que les employeurs commencent de plus en plus à déléguer des tâches à des agents IA sans qu'il y ait pratiquement aucune supervision humaine. Autant dans le Harvard Business Review que IBM qui arrive au même constat, les agents IA ne sont pas juste un nouvel outil, mais ils forcent les organisations à se réorganiser en profondeur. D'ailleurs, au CES de cette année, on a mis en lumière des avancées significatives dans la robotique humanoïde, hein, avec des robots capables d'automatiser des tâches ménagères et industrielles. Quelqu'un qui fait mon ménage, ce serait cool. Bon, cette année, il y a une majorité d'entre nous qui se sont mis à utiliser ChatGPT de manière quotidienne. D'ailleurs, pas très bon pour l'environnement. Il y a plein d'experts qui sonnent l'alarme. Et il y a un nouvel acteur d'intelligence artificielle que je voulais vous parler qui s'appelle NVIDIA. C'est comme le capitaine de l'équipe IA, OK? J'ai posé des questions à l'expert François Buroc, que j'avais déjà reçu sur Alexplique, pour comprendre c'est quoi NVIDIA. Il m'a dit qu'il possède 92% des puces d'IA utilisées par presque tous les grands serveurs
services, donc ChatGPT, Gemini, sans posséder les plateformes nécessairement. Il m'a souligné que cette dépendance-là, ça a 3 risques majeurs. La vulnérabilité géopolitique de Taïwan, une croissance qui est difficile à soutenir en ce moment, puis l'accès aux métaux rares qui est largement contrôlé par la Chine alors qu'on se parle. Là, on comprend que non seulement il y a des conséquences à la montée de la technologie sans cesse, mais y a-t-il une fin? C'est ça ma question. C'est peut-être nos cousins de l'Europe qui vont mettre un frein à tout ça à un moment donné. En fait, il va falloir peut-être les regarder aller. L'Europe a voulu se doter de la toute première loi au monde sur le sujet. Parce qu'en début d'année, le Parlement européen a adopté un modèle clair, réguler l'IA selon le niveau de risque, OK? Fait que les pratiques jugées trop dangereuses, genre les bases de données faciales tirées du web ou l'analyse d'émotions au travail, ça, c'est complètement interdit en Europe. Puis nous, en 2025, qu'est-ce qu'on fait? Le Canada n'a toujours pas de vraie loi pour encadrer l'intelligence artificielle parce que le projet de loi il a été abandonné pour l'instant. Il ne reste qu'un code de conduite volontaire que, dans le fond, personne n'est vraiment obligé de suivre, on s'entend? Au Québec, selon les recherches, on est un petit peu plus prudent. Regardez ce document-là qui dit qu'on a suspendu l'IA générative des ministères puis on songe à adopter nos propres lois québécoises. Pensez-vous que le gouvernement va être capable de faire adopter certaines affaires pour comme réguler l'IA? Pensez-vous que le gars qui scrolle son menu en ce moment pour déjeuner, il y a une fin à ça dans ses lunettes? Ou à un moment donné, il va voir à travers nos vêtements? Tu sais, comme, hein? Bon, ça prend peut-être du temps au gouvernement pour légiférer sur la technologie, mais en même temps, il a été assez actif sur d'autres types de projets de loi. Et là, il y a la laïcité qui me vient en tête. Autant, en fait, la laïcité que l'immigration ont pris beaucoup de place dans le gouvernement caquiste. On a fait le point. Cette année, la laïcité a souvent mené à des débats sur l'immigration pas super agréable. Hey, bienvenue dans les dojos pour comprendre 2025. Bon, l'État québécois est laïque depuis la Révolution tranquille, OK? Ça veut dire que l'Église puis l'État, ça fait 2. Il y a plusieurs moments cette année qui ont relancé le débat. En numéro 1, j'ai nommé les prières de rue. Lors de manifestations cette année, il y a certains groupes qui ont fait des prières de rue. Et ça, c'est un truc qui dérange les Québécois. Selon le sondage léger, il y a plus de Québécois qui souhaiteraient que la prière de rue soit interdite plutôt que permise. Ça a poussé le gouvernement à présenter en novembre le projet de loi 9 sur le renforcement de la laïcité au Québec. Et oui, ce projet de loi-là, il inclut l'interdiction des prières de rue, mais ça l'interdit aussi dans les cégeps, dans les universités, puis on est allé encore aussi plus loin en imposant que du CPE à l'université, il n'y a aucun port de signe religieux pour les étudiants. Et donc, ça vient avec l'interdiction d'avoir le visage couvert tout au long du parcours scolaire au Québec. Ça faisait suite au projet de loi 14 adopté en octobre par l'Assemblée nationale qui renforce notamment la laïcité dans le réseau de l'éducation. Il y a des groupes d'action sociale qui ont levé la voix pour dire que c'était une atteinte à la liberté, à la religion, que ça alimente une politique identitaire qui divise. Puis c'est là où ça a moins bien été en 2025, ce genre de discours-là d'exclusion dans plusieurs débats entourant la laïcité. Puis, un des exemples qui me vient en tête, évidemment, c'est Kim Thuy qui a écrit là-dessus. Elle a dit « J'ai mal à mon Québec ». Quand on nous dit « Oui, vous avez peur des immigrants », puis on vous le répète tout le temps, puis c'est eux les problèmes, on finit par le croire. Kim Thuy, elle a vraiment été une voix contre le discours de haine cette année. Elle a aussi pris la parole à Tout le monde en parle. J'ai sorti quelques commentaires qu'elle a reçus suite à son apparition. J'ai pris les plus polis, imaginez-vous donc. François Legault, lui, il justifie ces mesures-là sur l'immigration en parlant de croissance rapide de la population. Selon lui, le Québec a dépassé sa capacité d'intégration, puis la situation du français est rendue fragilisée selon lui. Mais d'autres, ils voient une façon de regagner la sympathie de l'électorat. Régis Labombe qui a beaucoup écrit là-dessus au cours de l'année. Québec a annoncé cette année une baisse d'immigrants permanents admis sur le territoire, passant de 61 000 à 45 000. Ça, c'est pour les 4 prochaines années. Il y a le programme de l'expérience québécoise, le PEC, qui était vraiment une voie rapide pour plusieurs immigrants qui a été complètement aboli. Et même chose au Canada, le plan du gouvernement Carney, c'est de réduire de presque moitié l'admission de nouveaux résidents temporaire. C'est sûr que tout ce que je vous dis en ce moment, ce sont des enjeux multifacettes, OK? Il n'y a pas juste une façon de voir les choses, puis c'est tout, puis on n'en parle plus. Parce que la laïcité de l'État, c'est une réalité qui doit être débattue. C'est un fait. Il y a une très grande majorité, 68% des Québécois qui croient que c'est important que l'État québécois soit laïque. Mais s'il vous plaît, je pense qu'il faut juste se rappeler la base, c'est-à-dire le respect. Bon, on va rester dans le même thème. J'ai pas fini de parler de la CAQ parce que quand même, il y avait certains dossiers à régler avec le gouvernement. Cette année, en fait, on est entré dans une genre de tangente où plusieurs organisations ont dénoncé
la tangente un peu plus de contrôle de la CAQ. Il y a même la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui est allée comparer les actions de la CAQ à un régime soviétique. Il n'y a pas de doute que cette tangente-là de gouverner a fait peur à pas mal de monde. Moi, je voulais qu'on fasse le point sans aucunement tomber dans le sensationnalisme. 3 baillons en 1 an, 8 depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. La CAQ a le baillon facile quand vient le temps de faire passer un projet de loi qui fait pas l'unanimité. Ah! Vous êtes là, bienvenue dans les 12 jours pour comprendre 2025. OK, je nous ai amenés au Parlement aujourd'hui pour qu'on se souvienne. Vous souvenez-vous de François Legault avec un air un peu plus paternel pendant la pandémie? Bonjour tout le monde. Ah, à l'époque, ça va bien aller. C'est plus ça, hein? Entre un remaniement ministériel, le départ de plusieurs députés du caucus, la tendance dans les sondages, le parti semble avoir changé d'approche pour regagner un peu de contrôle. L'avez-vous senti? Parce qu'il y a plusieurs institutions qui l'ont dénoncé, hein? Le Barreau du Québec, les fédérations de médecins, les organismes communautaires, l'Union des municipalités même. Parlons baillon, OK? On se rappelle que c'est une procédure parlementaire pour limiter le temps de débat sur un projet de loi pour accélérer son adoption, OK? Faut dire que ça s'est toujours fait avant par les gouvernements précédents. Puis avant qu'il y ait une réforme là-dessus en 2009, c'était pas mal pire. Lucien Bouchard et Robert Bourassa ont tous les deux fait adopter pas moins de 53 projets de loi sous baillon durant leur règne. L'affaire, c'est la vitesse à laquelle François Legault les enchaîne dans la dernière année. 3 en 9 mois, ça, c'est du jamais vu dans les gouvernements récents. OK, je vous rappelle les 3, OK? Je suis comme en feu aujourd'hui. Premièrement, en mars, le projet de loi 93 qui permet à l'entreprise Stablex d'agrandir son site d'enfouissement de matières dangereuses. En juin aussi, je venais de commencer à l'expliquer. Samedi, quand on dormait en plein milieu de la nuit, la CAQ a forcé l'adoption d'une réforme de l'énergie, le projet de loi 69. Le projet de loi 69 pour donner plus de liberté à Hydro-Québec. Et suis-je obligée de revenir sur le projet de loi 2? Non? OK. Faut dire que c'est jamais apprécié quand les gouvernements utilisent cet outil qui, faut le dire, est censé être en dernier recours. Est-ce qu'ils pensent que c'est en nous bâillonnant que c'est comme ça qu'il va faire augmenter la confiance de la population envers lui? Normalement, un projet de loi comme celui-là, avec autant de considération, mériterait qu'on écoute tout le monde, notamment les citoyens de Blainville, mais aussi tous les experts. C'est simplement une attaque contre les médecins. L'affaire, c'est que dans tous les cas, le gouvernement de la CAQ disait que ça pressait, qu'il fallait faire avancer ces projets de loi-là. Mais là où le bas blesse, puis qu'il y en a certains qui montrent du doigt l'effet contrôle de la CAQ, c'est que plus récemment, la CAQ veut s'attaquer aux syndicats. On va devoir avoir le courage de moderniser le régime syndical. Et là, encore une fois, il y a plusieurs organismes et associations qui dénoncent le contrôle de la CAQ. Les centrales syndicales amènent tout ça devant les tribunaux. Donc, on termine dans une genre de guerre ouverte entre le gouvernement puis les centrales syndicales parce que les centrales syndicales ont peur que tout ça, ça nuise aux droits des travailleurs. Puis en 2026, qu'est-ce qui s'en vient? Eh oui, les élections! Mais la majorité des partis de l'opposition ont passé les dernières semaines de l'année en pleine crise. J'ai envie de vous dire que ça va bien aller. OK, je sais pas vous, mais moi, j'ai besoin d'une pause. Je change de co-animateur pour la prochaine capsule que je vous présente. C'est pas avec Rafi Doupi, mais avec mon père pour qu'on parle des grands exploits sportifs dont on a été témoin ici et au pays cette année. Je sais ce que vous vous disiez, mais il est où Jocelyn dans les 12 jours pour comprendre 2025? Ben, il est là! Et voici, me voilà. Il est là pour parler de... Rétrospective sportive de l'année. C'est ça. Moi, ce que je veux créer, c'est un moment numérique sportif vraiment sur la coche ou dans les commentaires, vous écrivez votre moment sportif préféré de l'année 2025. Est-ce que vous vous doutez peut-être de celui de mon père? Parle-nous-en des Blue Jays. Est-ce que tu t'es remis de la défaite, premièrement? Ça m'a pris un bon 3 semaines facilement avant d'être capable de regarder une vidéo sur Internet de cette désormais célèbre défaite. Les Blue Jays nous ont donné une saison des plus incroyables en se rendant à la limite de la Série mondiale contre les puissants et richissimes Dodgers de Los Angeles à 1 pouce de gagner la Série mondiale. Défaite crève-cœur, mais bravo quand même, les Blue Jays. Il était écrit bravo quand même? Ah oui. Bravo les Jays, moi. L'essor du sport féminin. Moi, j'étais là quand la Victoire est venue jouer au Centre Vidéotron cette année. C'était malade. Le hockey féminin connaît un essor incroyable et amplement mérité après des années et des années. Oui. Aujourd'hui, ont un salaire respectable. 126 000 personnes ont assisté à un match l'an dernier avec une moyenne de 9 000 personnes par match à la Victoire. C'est très bon, c'est très cool. C'est vraiment impressionnant. En flèche. Vraiment impressionnant. Le hockey féminin. Et un public très enthousiaste. Là, on n'est pas dans le public du petit pépère qui ne bouge pas. Là. Je parle pas de moi, là, je parle de d'autres personnes. Là. OK. Ça veut dire, toi, tu bougeais?
va pas bien, là. Mais Ah, ok, c'est bon. Daniel Sauvageau a été intronisé au Temple de la Renommée. D'ailleurs, je pense que c'est important à souligner cette année. Félicitations, Daniel. Une pionnière Pour le hockey féminin. Là, Summer McIntosh, là, son ascension ne s'est pas arrêtée au JO de Paris. Ça s'est poursuivi. À seulement 18 ans, cette Canadienne marque l'histoire de la natation au championnat du monde de 2025. 4 médailles d'or individuelles plus une de bronze. Il y a une autre jeune femme qui nous a jetés à terre cette année. Mboko. Elle gagne la finale de l'Omnium Banque nationale pour s'emparer à ce moment-là, au mois d'août, du 24e rang mondial. Présentement, elle se retrouve au 18e rang mondial, tout en restant dans le tennis. Une mention honorable à Félix Auger-Aliassime, 5e au monde, une fin de saison au-delà des espérances de tout le monde. Bravo Félix et bravo Victoria. Félicitations. Bien, on est à Québec, puis on peut pas passer sous silence de mon chandail. Nos capitales de Québec, qui nous surprennent d'année en année. Oui, ils ont une bonne équipe, mais un 4e championnat d'affilée, au-delà des espérances de tout le monde. Félicitations. Veux-tu poser une question au gérant? Où est-il? Où est-il? Monsieur Scalabrini, Pat, félicitations pour votre 4e championnat. Merci. Avez-vous déjà été approché par les Blue Jays ou avez-vous déjà approché les Blue Jays? Quand j'étais joueur, quand j'étais dans les ligues mineures, l'idée de gravir les échelons, c'était mon rêve de petit garçon. Maintenant, comme coach, je sais pas, j'aime tellement ce que je fais ici parce que j'ai carte blanche au niveau d'opération baseball. Donc, ce côté-là, je le trouve vraiment cool. Excellent. Et les amis, commentez votre événement sportif de l'année. Très important. Hey, bye mon père, merci. On passe d'analyser certaines performances sportives à analyser la performance des maires et mairesses parce que il y en a beaucoup qui ont été élus dans les municipalités du Québec cette année et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé aussi que c'était peut-être facultatif d'aller voter parce que les taux de participation aux dernières élections municipales, c'est assez gênant. Cela dit, moi, je suis en mode solution. J'ai regardé ce qui s'est fait à New York, notamment, puis pourquoi on ne pourrait pas un jour voter en ligne. C'est le sujet de la prochaine capsule. Les politiciens font tout pour attirer votre attention, surtout vous, les jeunes. Checker, le maire est en train de faire un TikTok. Hey, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites là? Alors, on fait une capsule pour Instagram, on fait une capsule pour les réseaux sociaux. Est-ce que ça te surprend qu'en 2025, on peut gagner une campagne sur le web? Ça me surprend aucunement. Je pense que le web, ça demeure maintenant une des plus grandes forces, sinon la plus grande force de mobilisation. Pourtant, les taux de participation restent vraiment faibles, surtout aux élections municipales qu'on vient de vivre en 2025. Je me suis demandé pourquoi on n'a pas pu voter en ligne. Bienvenue dans les 12 jours pour comprendre 2025. Il y a près de 1100 municipalités au Québec qui ont élu un maire ou une mairesse. Les taux de participation étaient vraiment pas fameux. Genre à Montréal, dans la plus grande ville, on parle d'environ 37 %. Élections Québec a recensé que ceux qui votent pas sont plus jeunes, moins scolarisés, moins riches et souvent issus de l'immigration ou non francophones. La moitié d'entre eux ont justifié leur abstention par leur perte de confiance envers les élus puis la politique. Faut donc aller chercher ce monde-là puis leur redonner confiance en la démocratie, c'est important. Est-ce que ça pourrait aider d'avoir le droit de voter en ligne? Bien, je pense que oui. Élections Québec, d'ailleurs, avait lancé un projet pilote pour que ça se fasse aux dernières élections, mais l'appel d'offres a été annulé parce que les fournisseurs ne correspondaient pas aux exigences en termes de fiabilité, sécurité et accessibilité. Oui, ce sont des choses qui sont importantes. Pour ça que l'appel d'offres n'a pas fonctionné. C'est dommage parce qu'on est en 2025 quand même, puis ça pourrait pas nuire, question flexibilité, là, d'offrir le vote en ligne aux plus jeunes notamment, puis aux plus vieux. Bref, l'Internet, là, en 2025. Aux États-Unis, il y a eu des élections municipales aussi dernièrement, puis eux aussi ne peuvent pas voter en ligne, quoique j'ai vu qu'il y avait des genres de nouvelles machines assez techno, là, dans les endroits pour voter. Mais ils ont créé l'engouement, OK, de cette campagne-là à travers les réseaux sociaux. Puis ça, c'était principalement dans le but de faire sortir le vote des jeunes. La plus grande ville des États-Unis a élu son maire en partie à cause de sa participation sur les réseaux sociaux. Good morning, New York City. Thank you. Last night we made history. Plus de 2 millions de personnes sont allées voter en faisant la plus grande course à la mairie des 50 dernières années. Sérieux, on ne peut pas démentir l'importance des réseaux sociaux et ici aussi, ça a de plus en plus d'impact. C'est vrai que dans le cas de New York, pour cette campagne-là, c'est devenu complètement essentiel de suivre ce qui se passait sur Instagram, Facebook, TikTok. C'était rendu crucial pour comprendre qui allait gagner l'élection à New York. Vous, c'est sûr que c'est la campagne où vous avez plus été sur les réseaux sociaux? Oui, absolument. C'est aussi bien d'être dans les médias sociaux pour te définir toi-même avant que les autres le fassent à ta place. Et je pense que c'est ça aussi le défi actuellement dans les médias sociaux.
Hey, on arrive déjà au dernier sujet et ben c'est pas si léger en fait comme sujet. Je voulais qu'on parle de la crise du logement qui est pas propre encore une fois à l'année 2025 mais qui clairement encore aujourd'hui, beaucoup de gens ont de la difficulté à se loger. Mais là, j'ai pas juste voulu qu'on fasse un état des lieux puis dire la crise du logement persiste, voici les promesses de nos politiciens. J'ai voulu qu'on compare à l'aide d'une experte qui est vraiment calée dans son domaine. Est-ce qu'on peut calquer un peu des modèles qui se font ailleurs ou des promesses de politiciens qui se voient ailleurs? Pourquoi on ne pourrait pas les appliquer dans les villes où ça coûte le plus cher au pays de se loger, notamment à Montréal? Bonne écoute! Hey, pourquoi à New York, le maire Zoran Mamdani peut promettre de geler le prix des loyers? Nous autres, au contraire, on a des augmentations suggérées chaque année. Bienvenue dans les 12 jours pour comprendre 2025. Pourquoi on ne pourrait pas faire pareil comme New York, hein? Bien, New York et Montréal, on est très différents. New York a des pouvoirs exceptionnels que nous, même à Montréal, on n'a pas. Il faudrait que des lois changent au Québec pour qu'on donne plus de pouvoir aux municipalités de faire beaucoup plus de choses. Et oui, 2025, ça aura été une autre année où se loger, ça n'a vraiment pas été toujours facile pour tout le monde, hein? Regardez ce graphique-là qui montre l'évolution du prix par pièce des logements à louer dans les grandes villes québécoises. Et là, je me promène dans les rues de Montréal aujourd'hui. C'est ici que la situation est la pire, mais en même temps, la situation est assez similaire en province, OK? Et je me suis dit, pourquoi on se comparerait pas à New York? I'm freezing. Your rent as the next mayor of New York City. Let's plunge into the details. Tu sais, quand on est locataire, on se dit tous que ce serait quand même le fun hein, de ne pas vivre des augmentations année après année. L'an passé, ici au Québec, l'augmentation suggérée de 5,9 a battu des records. Les économistes s'entendent pas mal pour dire que ça limite les potentiels profits des promoteurs immobiliers et donc ça les dissuade de construire de nouveaux logements. Alors Mamdani, quand il a annoncé ça pendant son programme politique, tout le monde a parlé de réalisme magique en disant mais impossible à implémenter, grand n'importe quoi. Pour moi, c'est un peu plus nuancé. C'était intéressant la discussion avec l'experte parce que j'ai compris que dans le fond, pour promettre de geler le prix des loyers, il faut quand même avoir d'autres solutions là, si on veut que ça fonctionne. Par exemple, des subventions pour les propriétaires qui en auraient besoin, la construction de logements abordables, la rénovation du parc qui est déjà existant, puis la transformation de bâtiments existants. On peut parler d'un modèle qui pourrait être utile à la crise du logement et à la crise de l'abordabilité actuelle à Montréal. Bon, il y a des élus municipaux qui ont été élus aux quatre coins de la province. Est-ce qu'ils vont réussir à mettre en œuvre leurs promesses pour faire baisser la crise du logement? Surtout ici, hein, dans la ville la plus chère. Moi, j'ai demandé, entre autres, certains pouvoirs à Québec pour régler la question de l'itinérance. Puis c'est relié avec la crise du logement. Absolument, parce qu'on le voit, là, plus les prix augmentent, les gens ils se font investir, ils perdent le logement. Beaucoup de gens se retrouvent dans la rue. Alors, les deux sont intimement liés. Hâte de voir si dans le concret, ça va réellement changer les prix de loyer parce que... La joie qu'a causé l'élection de Zoran Mamdani donne l'impression à beaucoup de monde, au grand public, que le maire de n'importe quelle ville peut faire tout ce qu'il lui chante. Et c'est pas vrai du tout. Une autre ville qui pourrait quand même être inspirante pour la nouvelle mairesse de Montréal, c'est Paris. Mais alors qu'à New York, il y a beaucoup d'investissements en logement qui provient du privé, Paris est plutôt interventionniste. Ce que ça veut dire, c'est que la ville garantit beaucoup de services pour aider les populations plus vulnérables. Tout ça, c'est lié en fait à une politique de logement qui est plus proche d'un modèle État-providence que d'un modèle basé sur les lois du marché. Bon, ça vous inspire-tu tout ça? Montréal devrait faire quoi selon vous? Et voilà, le compte est bon. Vous avez les 12 thèmes qui ont été choisis par moi et mon incroyable équipe de recherchistes qui m'a aidé à vous livrer ces contenus-là pour le temps des fêtes. Ce sera tout pour moi qui tente d'être une genre de chef d'antenne à lancer mes propres reportages. Ralph dort depuis le début. Je veux vous dire un énorme merci d'avoir embarqué dans cette aventure-là. Vous, qu'est-ce qui a marqué votre année 2025? Ça m'intéresse dans les commentaires. Peut-être qu'on pourra faire d'autres types de contenus du genre au début du mois de janvier parce que le but, c'est toujours de comprendre, de s'améliorer, de se comparer aussi parce que c'est comme ça, je pense, qu'on réussit à mieux s'informer. Je vous répète cette phrase-là que je vais sans cesse répéter encore en 2026. C'est pour des années et des années à venir. S'informer, c'est cool. Faites-le pas juste avec moi, mais j'espère que vous avez apprécié ce travail-là de longue haleine quand même pour vous livrer les 12 contenus pour comprendre 2025. Ça a été vraiment, vraiment cool à faire. Et je vous souhaite une super année. Bye bye! Tu te lèves-tu au moins pour dire bye bye?